Amis de Sirop, bonjour. Et pour commencer, bien sûr, respectons la tradition et je vous souhaite à tous les meilleurs vœux pour que cette nouvelle année soit, si possible, meilleure que celle qui vient de s'achever, parce que c'est vrai que c'était quand même pas le meilleur cru qu'on ait eu. Donc, c'est quand même une année qui s'est, pour Sirop, bien terminée, parce que, on va dire, le Père Noël est passé quelque part. Et Jackie, un internaute qui suit la chaîne, a eu la gentillesse de m'envoyer ce que j'appelle un colis de fan, je vous en ai déjà proposé, et dont le but est, bon voilà, il m'envoie des trucs qu'il a sans doute en double ou dont il veut se débarrasser. C'est pour moi une occasion de vous présenter différents composants, qui alors des fois sont relativement anciens, soit rappellent de bons souvenirs justement à ceux de ma génération, ou éventuellement aussi permettent aux plus jeunes peut-être de découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas. C'est vrai que là, on va voir par exemple certains connecteurs qui, je pense, sont plus utilisés depuis au moins 20 ans. Ça fait que des jeunes de maintenant, si ça se trouve, les ont jamais vus. Alors, découvrons ça ensemble. Alors, dans ce colis de fan, il y avait déjà pas mal de choses liées, on va dire, à la connectique. Alors d'abord, il y avait ce sachet là, comme on peut le voir, de ce genre de prise. Une prise qu'on rencontre très fréquemment dans tout ce qui est généralement alimentation. Je vous en avais déjà parlé dans ma petite vidéo sur les blocs secteurs, sachant que généralement, mais pas toujours, le plus est au centre et le moins la masse à l'extérieur, mais comme j'ai dit, c'est pas toujours le cas. Alors en même temps, ce qui est chiant dans ce truc-là, c'est qu'il y en a pléthore de sortes. Il y en a avec différents diamètres extérieurs, différents diamètres intérieurs, enfin voilà, c'est un petit peu la jungle. C'est d'ailleurs un petit peu chiant, je trouve, des fois, de s'y retrouver. Enfin bon, ceux-là sont a priori quand même un modèle qui est relativement courant. Alors ensuite, ce qui rappellera sans doute des souvenirs aux plus anciens, il y a pas mal de connecteurs comme ça qui sont neufs. Ce sont des connecteurs qu'on appelait type Centronix, voilà, qui sont, on va dire, détrompés par le fait que, comme on peut le voir, c'est un côté un petit peu asymétrique, comme on peut retrouver sur des fiches Canon. Et alors ça, c'était surtout utilisé pendant très longtemps sur le port parallèle des imprimantes. C'était un peu le standard. Enfin, justement, on l'appelait Centronix. Centronix, c'était un célèbre fabricant d'imprimantes. Et voilà, après, il y a le capot voilà, qui vient se mettre dessus. Et donc ça a été vraiment super utilisé. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins courant. Alors j'en ai déjà pas mal en stock de ces connecteurs-là, mais enfin c'est vrai que on peut les utiliser pour autre chose, je veux dire, il n'y a rien qui empêche. Et là, on va retrouver, alors que vous avez déjà montré aussi, des fameuses DB25 Canon, sachant que ces modèles-là, ils sont intéressants à mesure où ils sont faits pour se monter sur des câbles en nappe par sertissage, qui permet de faire des connexions assez fiables et très rapides, sans avoir besoin de souder quoi que ce soit. Donc voilà, dans ce sac-là, il y a plein de connecteurs comme ça. Des DB25 et des... Alors il y en a même différents styles, voilà, on en voit là, par contre ça a été manifestement dessoudé de quelque chose. Et je rappelle que ces DB25 étaient utilisés soit en port série, sur l'interface V24, qui après s'est réduite à DB9, et aussi sur la sortie des ports parallèles. C'est vrai qu'on a des ports parallèles sur les PC, c'est quand même relativement peu fréquent. Ensuite, là, on a différents types de connecteurs très connus, de la famille des RJ. Je rappelle que tous les connecteurs de type RJ, ça veut dire Register Jack. C'est en fait un standard qui a été mis au point par les États-Unis. Et là, il y en a deux sortes. C'est des connecteurs tout neufs qui sont faits pour être montés sur PCB. Donc, il y a le fameux RJ45, qui bien sûr est hyper connu dans la mesure où c'est un peu le standard qui a été utilisé pour tout ce qui est Ethernet. Et il y a aussi, là on peut voir, des connecteurs de type, je pense que c'est du RJ10. Bon, voilà, ça existe en différents nombres de connexions, en différentes largeurs. On retrouve ça aussi sur les téléphones. Mais sur les téléphones, c'est du RJ11, je crois. Enfin voilà. Il y a tout ça. Donc ça, bien sûr, ça peut bien sûr là, être utilisable. C'est des composants neufs. Alors là, un autre standard très connu, et qui me servira sûrement, c'est ces fameux fiches qu'on appelle C13, qui sont, voilà, comme on les reconnaît tout de suite, c'est ces fiches qu'on se sert pour alimenter
toutes sortes d'appareils, hein, les appareils de mesure, les ordinateurs, enfin c'est vraiment devenu un grand standard. D'ailleurs on peut remarquer un truc, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, c'est qu'on peut voir la broche de terre centrale est un petit peu plus longue que les autres. Et c'est pas du tout un défaut, hein, c'est fait pour. Ça permet que quand on le branche, on le débranche, la première et la dernière connexion à se faire, c'est toujours la terre. Ce qui, bien sûr, est un gage de sécurité. Si jamais il y a un problème, bah, comme c'est déjà la terre est déjà branchée, s'il y a une fuite, ça fera sauter le différentiel et protégera l'opérateur. Donc ça, voilà, c'est vraiment le connecteur C13. C'est bien utile. Alors là, c'est pareil, c'est quelque chose qui, je vais dire, parlera peut-être pas aux jeunes, parce que ça fait relativement longtemps qu'on n'utilise plus ça. On appelle des fiches DIN. Donc il y avait plein de sortes de fiches comme ça. Voilà, il y en avait à 2 connecteurs, 3, 4, 5, 6, enfin ainsi de suite, à verrouillage, pas verrouillage, mâle, femelle, enfin vraiment, tout ça c'était vraiment utilisé un petit peu dans tout ce qui était hi-fi, radio, table de mixage, tout dans les années 70. Mais c'est vrai que c'est vraiment parti en désuétude et que maintenant il n'y a plus aucun appareil qui utilise ça. Et pour finir pour la connectique, là, on peut voir ces fiches BNC qui sont intéressantes dans la mesure où c'est des fiches BNC isolées. Donc voilà, c'est de la BNC tout à fait normale, mais comme on peut le voir, il y a cette collerette en plastique, ce qui fait qu'on peut les monter sur un châssis métallique sans que la masse du châssis soit reliée au corps de la BNC. Et ça, c'est parfois intéressant. D'ailleurs, je crois que Electrobidouilleur, dans une de ses dernières vidéos, en utilise une justement. Enfin voilà, ça m'est déjà arrivé, et ça m'arrivera sans doute encore, de faire des montages où je ne veux pas que la masse soit reliée au châssis. Et dans ce cas-là, ce genre de connecteur est bien sûr intéressant. De toute façon, au pire, on n'est pas obligé de mettre les collerettes, et on peut les utiliser en BNC normal. Alors ensuite, dans ce colis, il y avait pas mal de trucs optoélectroniques. Il y avait ces 2 sachets de LED qui étaient mis d'ailleurs dans des paquets cadeaux marqués croquettes pour... Maurice croquette pour pincette, donc c'est 2 sacs identiques, et donc là vraiment il y a de la quantité. Et alors c'est de la LED rouge, on voit d'ailleurs la longueur d'onde, et surtout la puissance, donc elles sont assez puissantes, c'est de la LED 5 mm, et ça, bien sûr ça peut toujours servir, elles sont manifestement toutes neuves, et ça peut être utile, surtout moi j'utilise ça souvent pour faire du rétroéclairage, des trucs comme ça. Enfin là j'en ai vraiment pour un sacré moment. Toujours dans les LED, il y avait ces LED avec ces enjoliveurs de panneaux. Alors ça, c'est vraiment sympa aussi. Ça permet de faire des montages en face avant qui ont vraiment de la tronche. Puis en même temps, c'est démontable. Ce qui fait qu'on peut tout à fait changer les LED si on veut. Voilà, enfin, c'est très facile à changer selon ses besoins. Donc là, c'est fait pour de la LED 5 mm aussi. Donc voilà, on peut mettre des LED rouge, vert, jaune, pour toutes les couleurs qu'on veut. Alors ensuite, il y avait 2 afficheurs comme ça. Alors là, je vais vous les montrer, mais je pense qu'un jour, je ferai une vidéo spéciale. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on m'a déjà demandé. C'est ce qu'on appelle des VFD. Alors, VFD pour Vacuum Fluorescent Display. Alors, voilà, on peut voir, là, c'est des afficheurs. Il y en a 2 identiques. Donc, c'est des afficheurs qui utilisent une technologie. Alors, une ampoule dans laquelle, alors je ne me rappelle plus si c'est du vide ou il y a un gaz. Je crois que c'est du vide. Hein. Il y a 2 filaments, ou plusieurs, là on peut voir qu'il y en a plein d'ailleurs de filaments. Ces filaments, on doit les alimenter, mais généralement on les voit pas, ou alors ils rougeoient, mais vraiment de façon hyper discrète. Hein. Si vous les voyez rougeoyer, souvent c'est pas bon signe. Et derrière, il y a ce qu'on appelle un système de grille et de plaques fluorescentes, sachant que, voilà, l'idée c'est que si on met une tension positive suffisante, hein, positive par rapport au filament sur ces plaques, bah, ça attire, la grille, je veux dire, attire les électrons, et selon qu'on mette ou pas de la tension sur les parties fluorescentes, elles peuvent apparaître, et ça peut permettre de faire des choses éventuellement de plusieurs couleurs, dans la mesure où selon le produit chimique qui est mis dessus, on peut faire des trucs rouge, vert, enfin, toutes les couleurs qu'on veut. Et alors c'est des technos qu'on retrouvait souvent dans des magnétoscopes, dans des appareils comme ça. Ça, manifestement, ça permet de faire un voltmètre, ça permet de faire des afficheurs de grande dimension qui sont très lisibles, très lumineux. Alors bon, ça dépasse un peu le cadre de cette vidéo, mais je vous montrerai, je pense, dans une prochaine vidéo, comment, face à un afficheur comme ça déjà inconnu, dans lequel on ne connaît pas le brochage,
on peut retrouver les différentes connexions et après éventuellement les utiliser soit avec des drivers spécialisés, soit en faisant, c'est l'électronique, elle n'est pas très compliquée à faire. Voilà pour ces deux beaux afficheurs. Alors finalement, on a quelque chose d'assez rare et qui est aussi un système d'affichage. Je vous avais déjà montré, mais j'en avais jamais vu sous cette forme-là. Comme ça, on pourrait croire que c'est des tubes Nixie, mais pas du tout. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est des afficheurs 7 segments, mais à filament, mais sous vide. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Si on regarde bien, c'est des petits filaments qui sont donc dans ce système de vide et on peut les allumer. Alors, on peut faire une petite démo de ça. Alors, sachant que bien sûr, je ne connaissais rien du tout des caractéristiques de ce truc-là. Donc, pour essayer ça, ce que je conseille de faire, c'est de mettre une limitation de courant au moins à peu près 100 milli sur son alim et d'attaquer avec une tension faible. Donc déjà, par exemple, en fait, on peut choisir un petit peu au pif au début les connexions. Voilà. On monte légèrement la tension. Voilà. Là, par exemple, je vois qu'il y a un filament qui s'allume et qui commence à être à peu près bien alimenté vers 5-6 volts. À mon avis, c'est sans doute du 6 volts. Alors après, voilà, on peut chercher différentes... voilà. Après, on retrouve très facilement les différents segments. Sachant que là, en même temps, là, je vois, j'ai eu le cul d'arriver sur le commun dès le départ. Mais on peut tout à fait, si on se trompe, voilà, on voit que ça alimente deux filaments en série et avec beaucoup moins de lumière. Bon, enfin voilà, quand ça en alimente deux. Honnêtement, c'est très facile de retrouver ainsi le brochage. Et ça, bien sûr, ça permet de faire des super afficheurs. On retrouvait ça souvent dans des pompes à essence, des trucs comme ça. Pareil, ça fait des afficheurs qui sont relativement très lisibles. Alors c'est vrai que maintenant, on arrive à faire des 7 segments ou du gaz, d'autres technologies qui permettent d'avoir des afficheurs éventuellement avec un meilleur rendement, plus lumineux. Mais pendant longtemps, c'était une solution assez sympa. Donc là, il y en a 6 comme ça. Et c'est cool, je n'en avais pas des comme ça. Alors continuons à regarder ce qu'il y avait dans ce conducteur. Alors il y avait un certain nombre de semi-conducteurs que j'ai remis là sur cette plaquette, comme j'ai souvent l'habitude de faire. Alors c'est dans l'ensemble des semi-conducteurs de légende. Très rapidement, on retrouve ici un 80C32, un 80C31. C'est des microcontrôleurs qui existent depuis très longtemps et ont été dérivés dans énormément de familles. Donc ces modèles-là, par contre, c'est des modèles qui se programmaient soit par masque, quand c'était 51, soit ici nécessitent une EPROM externe. Voilà. Donc c'est vraiment des microcontrôleurs très sympas, j'en ai très souvent utilisé. Là, on retrouve des circuits assez anciens aussi, d'ailleurs quand on regarde les dates codes, c'est 84. Donc alors c'est des EF 6821, donc c'est de la famille 6800 Motorola, c'est ce qu'on appelle des PIA, c'est des adapteurs entrée-sortie qui ont 2 fois 8 bits et qui permettaient, via une programmation, d'avoir des bits en entrée, en sortie. Je rappelle que sur les systèmes à microprocesseurs, nativement, il n'y a pas d'entrée-sortie, et on pouvait mettre des circuits comme ça. Ça, c'était donc pour la famille 6800. Dans l'équivalent chez Synertec, en 6500, c'était les 5522, 5532, trucs-là. Et puis, il y avait chez Intel, les fameux genre 8255 et tout. 8255 avait encore plus d'entrée-sortie. Voilà. Là, on peut voir un très grand nombre d'EPROM. Alors, c'est des circuits qui sont très sympas. C'est des 8K x 8, 8K x 8 bits. Et qui sont en fait très simples d'emploi. Donc, c'est des EPROM dans la mesure où on peut les modifier, les effacer, mais à une vitesse très lente. Par contre, elles gardent la charge. C'est-à-dire qu'en lecture, on va dire, on marche comme des RAM normales, avec des temps d'accès, là, on voit 15 nanosecondes, très rapide. Et si on les écrit, par contre, là, il faut attendre un peu plus longtemps. Enfin bon, je vous ramène sur le datasheet si vous voulez. Mais qui permettent, c'est de l'ordre de 10 millisecondes, je crois, d'écrire un bit dedans, mais derrière, de les garder, je veux dire, pendant au moins 10 ans, d'après le constructeur. Donc ça, j'ai réussi ça dans le temps, ça m'aurait fait gagner ma vie, parce que là, par exemple, à chaque fois qu'on veut essayer un programme, voilà, on peut la reprogrammer. J'en ai essayé une avec mon programmeur, elle marche très bien, ça se programme en 2-3 secondes. Alors que dans le temps, avec ce genre de choses là, faut le temps de les effacer et c'est vraiment
pas terrible. Enfin bon, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler avec les microprocesseurs, ça n'existait pas. Donc là, il y en a tout un lot. Alors là, il y a aussi un truc intéressant, justement, c'est de la mémoire effaçable par UV. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, la taille de la puce. Par exemple, là, on voit que c'est des 27C512. Celle-ci en est une, celle-ci en est une. Mais si on regarde le date code, celle-là date de 2001, celle-là date de 2002. Alors, on peut voir, c'est exactement les mêmes circuits, hein, 27C512. Et regardez la taille de la puce, je ne sais pas si on voit bien de celle-là. La puce est quasiment 4 fois plus petite que celle-ci, qui elle-même est bien plus petite que les premières. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que c'est une 27C256. Donc celle-là a 2 fois moins de capacité que celle-là, alors que la puce est quasiment aussi grande, voire plus grande. Et ça, bah, on voit très bien, hein, c'est intéressant de voir que avec le temps, on s'aperçoit des progrès qui ont été faits sur la densité d'intégration, hein, sachant qu'à la limite, après, il y a eu des 1 mégabit, 2 mégabits, et ainsi de suite, et que c'est vraiment plus petit. Donc ça, c'est un petit peu le même système que ça, mais par contre, voilà, pour les effacer, hein, j'ai déjà parlé, on fait ça avec des UV. Alors là, il y a tout un lot, c'est pareil, là j'en ai pour toute ma vie, de LM483. Et alors c'est des petits amplis 14 watts, faits pour marcher avec une seule alimentation, c'est fait pour l'automobile, hein, de l'ordre de 14, enfin alimenté par une batterie de bagnole, quoi. Et c'est voilà, un circuit très sympa, il suffit de rajouter 2-3 résistances, et ça permet de faire un ampli très très facilement. Donc là il y en a tout un lot. Alors moi, à la limite, ce qui m'intéresserait de faire avec ça, c'est plutôt de commander des moteurs. Alors j'ai regardé vite fait le datasheet. Bon, c'est pas fait pour, mais je veux dire, il y a tout ce qu'il faut, hein. Le sortie push-pull doit être capable de le faire. Faudra juste que je fasse quelques essais. Enfin, le jour où je ferai ça, je vous montrerai ça. Là, il y avait quelques-uns de ces circuits. Donc, c'est des LF353, hein, des amplis up JFET bien connus. Donc, ça, j'en ai pareil beaucoup utilisé. C'est un ampli qui a des bonnes caractéristiques, hein. Il a un peu d'offset, il a une bande passante assez élevée. Donc voilà, c'est des doubles ampli up. Et là, alors un autre circuit de légende, parce que celui-là, j'y ai passé des heures, c'est le UC3524, qui est une version un peu améliorée du SG3524, qui est un circuit qui permet de faire tout ce qui va être découpage, des step-up, step-down, et ça, j'en ai énormément utilisé dans mes conceptions. Et c'est un très bon circuit, hein, qui marche très bien, et qui permet différents styles de topologie. De piloter des transistors, des MOSFET en pont, enfin voilà, on peut faire des convertisseurs isolés ou non. Et là, on peut voir ces superbes interrupteurs. Alors j'adore le look, quoi. Voilà, arrêt marche. Voilà, donc si on regarde ce qu'il y a dessus, je me suis même demandé, parce qu'ils sont plus durs à commuter qu'enlever, mais je crois pas. Je me suis demandé si c'était des disjoncteurs, mais j'ai pas l'impression. Et ils disent que voilà, ça peut commuter dans les 20 ampères, 240 volts ou 50 volts continu. Et voilà, donc là, on veut commuter de la puissance. J'aime bien le look, c'est un peu rétro comme ça. Il y avait aussi ce switch. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des micro-switch qui sont très connus. Marque Cherry là. Voilà, avec un contact normalement ouvert, normalement fermé. Il y avait ça dans les tout premiers lecteurs de disquettes 8 pouces, il y avait des gros switches comme ça dedans. On peut dire que c'est pas, enfin c'est un micro switch quelque part, mais pas si micro que ça, quoi. Voilà. Au niveau de commutation, il y avait aussi tout ce lot de relais. Hein. Alors ça, c'est des très bons relais. C'est des relais 12 volts. Et pareil, donc c'est des simples inverseurs, mais on peut voir voilà, la taille des contacts, que ça commute bien, tranquille, ouais, dans les au moins 10 ampères, je pense. Faudrait regarder, de toute façon, il y a la Rose, puis Finder, c'est une marque très connue. Donc, tiens, là, c'est 24 volts. Apparemment, il y a plusieurs tensions. Parce que là, voilà, il y a des 12 volts ici, et là, c'est des 24. Bon, voilà, ça reste des relais qui sont très encore utilisables, manifestement, ils sont neufs. Il y avait ces magnifiques boutons. Hein. Donc, ça a des axes pour commander soit des potentiomètres, soit des commutateurs rotatifs. A priori, dans l'air neuf aussi, vraiment de trucs de bonne qualité. Il y avait ces condensateurs. Bon, là, je veux dire, condensateur un peu bas profil, comme ça.
A priori, c'est des plutôt bons condensateurs, c'est ce qu'on appelle des 105 degrés. Hein. Je rappelle que plus la température est élevée, meilleur ils sont. 105, c'est plutôt bon. Et là, on voit c'est la capacité est marquée ici. C'est des 820 microfarads 25 volts. Donc ça pourra bien sûr servir à plein de choses. Il y avait ces selfs là, et ces transfos. C'est des très belles selfs. Je les ai mesurées. Donc celle-là fait dans les 2,73 millihenry. Et alors on peut voir qu'elles sont faites comme ça avec des fils torsadés. Hein, c'est un peu le principe du fil de litre. Ça permet de minimiser les pertes par effet de peau en HF. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de mettre un gros fil, on met, là, a priori, il y en a, je sais pas, 3 ou 4 fils beaucoup plus fins, mais torsadés ensemble et mis en parallèle. Et ça limite énormément les pertes de fréquence. Donc ça, c'est des selfs vraiment sympas. En plus, elles ont un bon facteur de qualité et une faible résistance, parce que ça fait comme moins d'un ohm. Et ça, voilà, si je vais faire des filtrages justement de bonne qualité sur certaines alimes, ça sera parfait. Et puis il y avait aussi ces petits transfos là. Typiquement aussi le genre de transfo qu'on retrouve dans des alimes à découpage HF. Donc là, c'est pareil, il faudra regarder. On va faire quelques mesures pour retrouver. Que l'ennui de ces trucs-là, c'est qu'il y a beau avoir des références dessus, on ne trouve jamais rien. Il faut faire ses propres mesures. Ensuite, nous avons ce sachet là, qui contient un certain nombre de ferrites. Voilà, des tors, ou des anneaux comme ça, ou ce genre de choses. Alors ça, c'est typiquement, vu la gueule, c'est surtout faire de l'anti-parasitage. Je vous en ai déjà très souvent parlé, et c'est vrai que des fois, ça améliore bien. Et en même temps, il y a aussi ces modèles là, qui, des fois, je sais pas si ça va être le cas de celui-là. Non, pas celui-là. Des fois, il y en a où elles sont fendues, ce qui permet de les monter sans être obligé de couper le fil. C'est pas le cas de celle-là, mais voilà, là ce petit système là pour les monter dans du plastique. Et ça, j'en utilise assez souvent pour faire des anti-parasitage. Et pour terminer, il y a ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est manifestement, d'après ce que j'ai compris, des capteurs de choc. Alors, en fait, si on regarde, ça se présente un petit peu comme un buzzer piezo, mais si on regarde dessus, il y a marqué PKS Shock Sensor de chez Murata. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut les utiliser, et d'ailleurs, j'ai prouvé comme un... Comment ça s'appelle? Un truc piezo, parce qu'en fait, c'est réversible l'effet piézoélectrique. C'est-à-dire que là, voilà, j'en ai branché un ici. Si, par exemple, j'ai mis là mon génet dessus, voilà, on entend bien que, alors, selon les fréquences, là, je l'attaque par un signal rectangulaire. Voilà, si on l'attaque par un signal sinusoïdal, on voit que c'est moins d'harmonique, c'est plus doux. Voilà, voilà. Mais ça n'empêche pas, et on va le voir tout de suite, que ça peut aussi être utilisé en détecteur de choc. Hein, d'ailleurs, ce qui montre que c'est pas fait pour faire justement du son, c'est que généralement les buzzers ils sont percés d'un trou au milieu pour mieux laisser partir le son. Alors là, on va regarder justement comment c'est utilisable en détecteur de choc. Alors bizarrement, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, parce que tout le lot là, ils ont, enfin a priori il y a 2 pattes, mais il y en a une qui est cassée. Alors est-ce que c'est exprès que ce soit cassé et que c'est fait pour être monté qu'avec une, ou c'est un défaut, ou quelque chose qu'il faut... Enfin bon, ça n'empêche pas, je pense, de les utiliser. Alors, on va regarder justement comment, avec un oscilloscope, on peut regarder ce genre de signaux. Alors tiens, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser ma tablette Mixic, là, que je vous ai déjà présenté, qui est un excellent oscilloscope. Et on va regarder comment on va pouvoir mesurer justement ce capteur de choc. Donc là, je prends la sonde x10 que je branche ici sur les 2 fils, rouge et noir. Sachant que le rouge et le noir, la polarité n'est pas vraiment importante, mais je pense que ça permet de faire que, vu le sens du choc, ça donne toujours un signal dans le même sens. Voilà. Donc là, je branche le détecteur de choc. Voilà. Et là, déjà, on voit que quand je tape dessus, on a quelque chose. Donc là, bien sûr, je vais régler pour me mettre en sonde x10 pour avoir les vraies tensions. Voilà, je vais choisir une sensibilité par exemple de 100 millivolts. Voilà, et là déjà on voit que c'est même beaucoup hein, quand je tape dessus.
ici j'ai quelque chose. Alors je rappelle que quand on veut choper un truc fugitif comme ça, on va régler le niveau de déclenchement ici par exemple, se mettre en single acquisition. Et voilà, là par exemple, on voit que ça a mémorisé la chose. Alors on voit que c'est encore beaucoup trop fort. Donc on va recommencer, mais je vais baisser ici à 1 volt la sensibilité. Voilà par exemple, là déjà. Et je recommence. Toc, voilà, donc là j'ai donné une pichenette. Et on voit très bien maintenant ce qu'a donné l'acteur. Donc voilà, bien sûr, il oscille, je veux dire, assez rapidement. Alors on peut bien sûr utiliser ici toutes les mesures, hein, les curseurs, voilà, qui montrent que par exemple la première impulsion d'un point de vue purement positif, c'est toujours facile de bien choper le curseur, voilà. Là, ça me donne une amplitude quand même de presque 5 volts. Hein, on voit que, alors c'est vrai que j'ai tapé relativement fort, mais si on regarde même crête à crête, par exemple, voilà, ça me fait presque de 11 volts d'amplitude. Mais c'est assez sensible, hein, on voit. Si je baisse la sensibilité par exemple, voilà, je me remets avec un trigger là, single. Voilà, là on voit j'ai à peine effleuré le bignou, et on voit bien là qu'on arrive à choper quelque chose, alors que j'y touche vraiment, voilà, là je l'ai vraiment effleuré le truc. Hein. Et voilà. Donc derrière, on peut bien sûr mettre un trigger de Schmitt, un ampli, enfin ce qu'on veut. Et on voit que ça marche très très bien, ça détecte en effet bien les chocs, sachant que voilà, l'amplitude sera proportionnelle au choc et la raideur aussi. Là on voit que là j'ai fait, il y a une attaque qui est assez smooth parce que j'ai pas vraiment frappé, je l'ai tout juste effleuré. Voilà, là par exemple j'ai tapé très fort, et même là on voit que ça dépasse encore. Faut pas oublier que ça peut donner des tensions très importantes. D'ailleurs, faut pas oublier que les allumages de briquets ce qu'on appelle les briquets électroniques, c'est un pied d'eau, et ça arrive à faire une tension assez haute pour faire une étincelle pour allumer le gaz. Hein. Donc là, je peux encore baisser là, la sensibilité. Voilà, donc là je vais me mettre, je sais pas moi, 20 volts pour voir. Voilà, donc là je recommence. Voilà, donc là, voilà, et on peut voir que quand je tape fort comme ça, l'attaque est quand même beaucoup plus raide. Voilà, je vais essayer de taper le plus fort possible. Voilà, donc là, mine de rien, on voit que si je remets ici mes curseurs, voilà, en tapant, et pas avec un marteau, hein, simplement avec mon pouce, hein, j'ai donné une grosse pichenette, j'arrive à 148 volts de tension. Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc ça, c'est sûr que ça peut avoir plein d'applications. Pour faire des systèmes anti-vol, des détections. On utilise ça par exemple souvent aussi en alarme. On monte ça sur une fenêtre par exemple. Si quelqu'un essaye de l'ouvrir ou la casse, ça manquera pas de le détecter. Voilà donc pour cette nouvelle présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Pour moi, mes vacances se terminent malheureusement. J'ai eu pas mal de choses à faire. J'ai pas fait du tout ce que je voulais faire non plus, comme d'habitude. On va dire. C'est un grand classique, et voilà, résolution pour la nouvelle année, essayer de plus finir ce que je commence, ça serait déjà pas mal. Tiens Maurice, et toi, ça va? Oula, t'as l'air bien embêté, qu'est-ce qui t'arrive? Ce matin, en t'habillant, t'as le bouton de ta chemise qui te reste dans la main. Oh, c'est pas cool ça. Ensuite, t'attaches tes lacets et paf, le lacet te reste dans la main. Décidément. Et alors, t'as peur d'aller pisser. En effet, si la loi des séries s'applique, ça risque de mal se terminer. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai pas fait de live, on va dire, en fin de mois. Et je vais en faire un, donc samedi prochain, le 8 à 21h, avec toujours l'ami Nico pour faire la lutte anti-troll. Et voilà, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions sur ma chaîne, j'échangerai avec vous avec plaisir. Donc d'ici là, remettez-vous bien de vos réveillons. Que Din Din, le démon du connecteur, vous fasse de bonnes connexions. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.